Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour se retrouver pour ce webinaire Rendez-vous santé-sécurité numéro 5. Donc aujourd'hui, on va traiter comment réussir l'accueil santé-sécurité d'un nouveau collaborateur. Donc voilà, je tiens à vous préciser que c'est le dernier rendez-vous de ce premier semestre. Donc voilà, on vous remercie également pour votre participation et vos collaborations. On voit que certains sont assidus. Puis bon, voilà, on est quand même content de pouvoir se retrouver mensuellement sur ces rendez-vous où l'on traite différentes thématiques d'actualité et de santé-sécurité. Donc cette opération se déroule dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la DRET Occitanie et qui est mise en animation avec l'ensemble des acteurs du plan régional santé au travail et des CCI territoriales d'Occitanie. L'objectif, bien sûr, c'est de vous présenter des thématiques d'actualité sur tout ce qui va toucher à la santé-sécurité. Le but étant de vous simplifier vos recherches et également de vous faire partager des retours d'expérience d'entreprise. Donc voilà, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé-sécurité pour la Chambre de commerce Occitanie. Et avec ma collègue Priscille Julien, qui est également conseillère en entreprise à la CCI du Gard, on est en charge de co-animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, il y aura deux parties. La première où on va accueillir Madame Bébou de la DRET Occitanie, qui va faire un rappel réglementaire sur les obligations de l'employeur dans le cadre de cette démarche. Et puis, Madame Calais, du coup, de la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui nous présentera du coup des outils, des méthodologies et quel type de formation pour vous accompagner. On aura un premier temps d'échange, du coup, suite à cette première partie, où on répondra à vos questions. Donc, vous les alimentez au fil de l'eau avec l'espace conversation ou le chat. En seconde partie, du coup, on aura un témoignage d'entreprise. Donc, Madame Rogero qui interviendra pour la société Blue Whale. Donc, c'est une coopérative fruitière qui est basée dans le Tarn-et-Garonne. Et elle nous présentera en fait le retour d'expérience et la politique de l'entreprise en termes d'accueil de salariés. Puis enfin, on aura une dernière partie d'échange avec l'ensemble de nos experts et l'entreprise. Donc, sur ce webinaire, en fait, on vous mettra aussi à contribution. Donc, on a des petits sondages pour connaître le contexte au sein de votre entreprise et avoir quelques précisions sur votre manière de fonctionner. Et en toute fin de webinaire, il y aura le questionnaire de satisfaction. Donc, ce questionnaire de satisfaction, déjà, il nous permet de savoir si ce qu'on vous propose, ça vous convient. Et puis, c'est aussi pour vous l'occasion de laisser, en fait, si jamais on n'a pas pu répondre à une question, parce que parfois, c'est le cas, hein, voilà, on est là ensemble pendant 1 heure 15, donc on ne pourra pas tout traiter. Ou si vous avez des questions plus complexes, vous avez la possibilité de vous faire rappeler par votre conseiller local. Vu la demande qu'on a eue sur l'inscription de ce webinaire, on s'est également posé la question de savoir s'il était intéressant de monter en fait un atelier, un module complémentaire pour approfondir de la méthodologie et vous faire monter en compétence sur le sujet. Donc, on vous pose également la question, est-ce que si on fait quelque chose sur le second semestre, vous seriez intéressé pour y participer? Voilà, je pense avoir fait le tour. Du coup, oui, le support et le replay de ce webinaire vous seront envoyés par votre conseiller local. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour l'espace questions. Donc, avant de passer la parole à Madame Bébou de la DRET, on avait juste trouvé intéressant de vous rappeler ces éléments de contexte, notamment qui émanait d'une étude épidémiologique de l'INRS, où 25% en fait, des accidents de travail concernent des néo-embauchés, c'est-à-dire de moins d'un an d'ancienneté. Et également des salariés d'un jeune âge, donc moins de 25 ans, qui ont 1,5 fois plus d'accidents que les autres salariés. D'où en fait la préoccupation de bien réussir l'accueil des nouveaux embauchés. Voilà, pour ces données un petit peu de contexte. Et je cède maintenant la parole
à Madame Bébou. Est-ce que ça fonctionne pour vous? La caméra était... Donc pour moi, vous me voyez? On vous voit et le son fonctionne également. Bon. Donc, bonjour à tous, Bébou Fatima. Donc, je suis inspectrice du travail au sein du pôle T à la DRET Occitanie. Plus spécifiquement, en fait, au service réglementation et relations de travail. J'ai pour principale mission, en fait, je suis inspectrice du travail, appui, ressources, méthodes. Principale mission, en fait, de fournir un appui méthodologique et juridique, une expertise juridique à l'ensemble des agents de l'inspection du travail sur la région Occitanie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les obligations réglementaires principales, en fait, les principales obligations réglementaires en matière de santé et de sécurité dans le cadre de l'accueil de nouveaux salariés. Alors, les deux principales que j'ai ciblées, ce sont, dans un premier temps, l'information et la formation sur les risques pour la santé et la sécurité. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler, pour moi, ça me semble aussi important, de la visite d'information et de prévention et les visites médicales dont doivent bénéficier les salariés lors de leur embauche dans l'entreprise. Le deuxième slide. Alors, dans un premier temps, donc, on va vous parler de l'obligation d'information et de formation générale à la sécurité. Donc, cette information, elle se décline en deux temps. D'abord, c'est une obligation pour l'employeur de s'informer. Vous savez que dans le cadre de sa démarche de prévention des risques, l'employeur il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Mais dans un premier temps, afin de prendre ces mesures, il est tenu de s'informer sur les risques liés à son activité de l'entreprise et auxquels il est susceptible d'exposer ses travailleurs. En fait, c'est très important que d'abord, il y ait au préalable cette information de la part du chef d'entreprise sur les risques auxquels il expose ses salariés. Et dans un deuxième temps, cette obligation elle se décline pour l'employeur d'informer et de former les travailleurs sur les risques auxquels les salariés sont exposés. Cette obligation, elle passe par le fait de donner des instructions appropriées, c'est-à-dire avoir des actions d'information et de formation pour que les salariés puissent connaître les risques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention qu'ils doivent prendre pour pouvoir éviter ces risques. Il devrait y avoir un sondage. Oui, désolé, j'avais oublié de réactiver mon son. Donc, on va passer au sondage numéro 1 du coup. Affiché sur votre écran. Donc, c'est un questionnaire à choix unique. Hein. L'idée était un petit peu de connaître le contexte dans votre entreprise, justement, pour savoir si vous étiez confronté à l'accueil fréquent, moyen ou faible, ou élevé, pardon, de nouveaux embauchés. Donc, voilà, on peut dire en même temps, est-ce qu'il y a un gros turnover chez vous? Donc, bon, on a donné en fait des indications, mais c'est vrai que ça dépend vraiment de la taille aussi de votre entreprise. Ça sera différent si c'est une TPE ou un ETI, mais c'est pour avoir en gros une tendance de qu'est-ce qu'il en est chez vous. Hein. Je vois que quasiment tout le monde a. Voilà, on laisse encore 2 minutes, quelques secondes pour finir de voter, pardon. La majorité d'entre vous l'ont fait. Je vois qu'une tendance se dégage. Voilà, je laisse 10 secondes encore au dernier pour cliquer. Je vais partager du coup les résultats avec tout le monde. Voilà, vous devez avoir affiché logiquement. Oui, je vois que c'est bon. On voit quand même une forte tendance à avoir un turnover assez élevé. Donc, pour le coup, effectivement, il est très pertinent de faire
de mettre en principale préoccupation l'accueil du nouveau salarié, surtout en ce qui concerne l'information et la formation à la sécurité, sachant que ce sont souvent les nouveaux salariés et les intérimaires et ceux qui sont en CDD qui sont exposés au risque d'accident. Merci. Donc, cette formation et cette information à la sécurité, elle doit être dispensée dès l'embauche du salarié et à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Donc, souvent, moi, j'ai vu dans les entreprises, effectivement, qu'il existe des formations piqûres de rappel qui sont faites régulièrement, en fait, pour revoir tout ce qui est instruction, mesures de prévention et difficultés que les salariés ont pu rencontrer dans l'exercice de leur profession au sein de l'entreprise en termes de santé et de sécurité. Donc, elle est faite à l'embauche, elle est obligatoire, mais à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Donc, il n'y a pas de limitation. L'actualisation périodique de cette formation, elle peut être aussi organisée à chaque fois qu'il y a une absence prolongée du salarié ou dès qu'il y a un changement des conditions de travail. Donc, ça passe par renouvellement des équipements de travail, les machines, les procédés de travail, l'utilisation de nouveaux produits chimiques, des modifications organisationnelles, la création de nouveaux bâtiments, des nouvelles règles de circulation. Dès qu'il y a de changements, en fait, on refait bénéficier à l'ensemble des salariés une information et une formation à la sécurité. Et pareil, pour le retour d'accident de travail ou de maladie professionnelle, c'est intéressant de refaire une formation, une information quand on voit que, par exemple, l'accident se répète assez souvent dans l'entreprise. Alors, je parle d'information et donc de formation, donc c'est décliné en deux temps. On a d'abord l'information sur les risques pour la santé et les sécurités. Dans le Code du travail, c'est précisé dans un article du Code du travail. Donc, l'employeur a l'obligation d'informer les salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité et les mesures prises pour y remédier. Cela passe donc par différentes thématiques. D'abord, les modalités d'accès aux documents uniques d'évaluation des risques. Donc, c'est de savoir, de présenter aux salariés où ce qu'il peut trouver le document unique d'évaluation des risques et de lui présenter les différentes thématiques et les mesures de prévention qu'on a identifiées au sein de l'entreprise. Ce n'est pas souvent fait dans l'entreprise. J'ai pu le voir, j'ai pu le constater lorsque j'étais agent de contrôle. Donc, le salarié doit vraiment savoir où il peut le consulter et qu'on lui fasse une présentation de ce document unique parce que c'est essentiel dans la démarche de prévention des risques. Le cas échéant, peut être présenté aussi les dispositions qui sont contenues dans le règlement intérieur sur la santé et la sécurité. Et il est important aussi de rappeler aux salariés le rôle du service de santé, de santé au travail, c'est-à-dire la médecine du travail, et de lui donner aussi une identification en fait des représentants du personnel au sein de l'entreprise, donc là les représentants, la délégation CSE, d'identifier les personnes qui peuvent solliciter en matière de santé et de sécurité. Vous savez que vous avez des représentants du personnel qui sont plus associés à la démarche de prévention des risques. Donc, dans ce cas-là, c'est bien de les faire identifier par le salarié parce que souvent, ils ne les connaissent pas. Et donc, c'est intéressant pour qu'il y ait une vraie démarche de prévention des risques et que les réclamations en fait, des salariés puissent être remontées via le CSE. Et puis, chose importante, les consignes de sécurité incendie et l'identité des personnes qui sont chargées de les mettre en œuvre. Cette information, elle doit être faite de manière claire et compréhensible. Donc, souvent, vous avez des salariés qui n'ont pas, par exemple, une compréhension du français ou quoi que ce soit. Et ça passe par un livret d'accueil, des affichettes avec des instructions claires pour que le salarié puisse comprendre et en fait connaître la portée de ces mesures de prévention. Dans un deuxième temps, donc, vous avez la formation générale à la sécurité. Donc là, je vais vous parler de la formation générale à la sécurité qui concerne l'ensemble des salariés. Dans un deuxième temps, je vous parlerai aussi de la formation spécifique selon les postes de travail. Et dans un troisième temps, je vous parlerai de la formation renforcée à la sécurité. Donc, ça se déclinera en trois items. Pour ce qui concerne la formation générale à la sécurité, donc, dans le Code du travail, cette formation elle a pour objet d'instruire le travailleur sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui travaillent dans l'établissement. Donc, ce ne sont pas seulement les instructions concernant son poste de travail lui-même, mais aussi tout ce qui concerne son environnement professionnel. C'est précisé dans le Code du travail, donc cela concerne dans un premier temps les conditions de circulation dans l'entreprise,
Donc, par exemple, dans les entreprises de logistique, vous avez les règles de circulation en ce qui concerne la circulation des piétons et des engins de levage, les consignes d'évacuation et tout ce qui concerne la sécurité et les règles de circulation dans l'entreprise, l'accès aux locaux sociaux, s'il y a des passages spécifiques pour circuler dans l'entreprise, tout ça, ça doit faire l'objet d'une formation aux nouveaux salariés. Puis vous avez les conditions d'exécution du travail. Donc là, ça concerne spécifiquement le poste de travail pour lequel le salarié va être affecté. Donc là, il doit avoir une formation sur les comportements et les gestes sûrs qu'il doit appliquer lors de sa tâche. Et ça passe souvent par des démonstrations, la définition de mode opératoire, la présentation de la notice d'instruction, par exemple, pour l'utilisation d'un équipement de travail. Donc, en fait, tout ce qui concerne son poste de travail et son environnement, aussi les machines qui sont autour de lui, etc., il doit avoir une formation avec connaître les risques auxquels il est exposé, les mesures qu'il doit prendre et comment il doit appliquer ces mesures, en fait. Le port des EPI, par exemple, les équipements de protection individuelle, connaître les équipements de protection collective quand on est, par exemple, dans une menuiserie et qu'il y a des poussières de bois, savoir qu'il y a un système de ventilation générale. Enfin, toutes les nécessités qui font qu'il travaille en sécurité. Et puis, dans un troisième an, vous avez la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. Donc là, c'est avoir les instructions pour savoir que faire lorsqu'il assiste en fait à un accident du travail ou il fait l'objet d'un accident du travail, qui prévenir comment, vers qui se diriger dans l'entreprise et quelles mesures il doit prendre. Les travailleurs concernés par cette formation générale à la sécurité. Donc, spécifiquement, effectivement, cette formation, elle est organisée dès que le travailleur est embauché. Quand le travailleur change de poste de travail ou de technique, donc ce n'est pas forcément son propre poste de travail. Si son poste de travail évolue, s'il change de poste de travail, c'est comme s'il était nouvellement embauché, donc il faut refaire une formation à la sécurité. Et, chose importante, les salariés temporaires, auxquels il faut une formation spécifique aussi à la sécurité pour qu'ils puissent prendre qui est à la charge en plus de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils exécutent leur travail dans l'entreprise. Et aussi, vous avez l'obligation, quand un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours, de refaire une formation à la sécurité si le médecin du travail le préconise. Dans l'ensemble, en fait, la formation à la sécurité, elle concerne tous les salariés de l'entreprise. Elle peut être faite à tout moment essentiel en fait de la vie de l'entreprise. Cette formation doit être pratique et appropriée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein, de la mesure du possible, il faut des instructions claires, des affichettes, l'établissement d'un livret d'accueil, qu'une personne compétente puisse encadrer le salarié et lui faire des démonstrations, par exemple sur l'utilisation des équipements de travail, le port des équipements de protection individuelle, les comportements et les gestes sûrs qu'il doit pratiquer, en fait, la visite des lieux de travail, alors avec toutes les règles de circulation, etc. Donc, il doit y avoir la possibilité d'avoir vraiment une formation dont la durée peut être vraiment, il n'y a pas de durée fixe, en fait. Ça peut être vraiment selon, en fait, l'activité de l'entreprise, les risques qui ont été identifiés, les mesures qui doivent être prises. Donc, elle est formalisée ou pas, mais le plus général, le mieux, c'est de formaliser cette formation et de la faire bénéficier à l'ensemble des salariés, en tenant compte de la formation du salarié, de sa qualification et de son expérience professionnelle. Et pareil, comme pour l'information, en fait, il faut que ce soit fait en fait dans une langue parlée ou lue du travailleur. Donc, en sus de la formation générale à la sécurité, vous avez des formations spécifiques à la sécurité. Donc, en fait, c'est l'ensemble des formations qui sont prévues réglementairement par le Code du travail. Par exemple, l'utilisation des équipements de travail. Il faut une attestation pour pouvoir conduire tel ou tel équipement de travail. Pareil pour l'utilisation des risques chimiques. En fait, certains CMR nécessitent, en fait, enfin, pas pour les risques chimiques, mais ce qui est l'habilitation pour les risques électriques, par exemple, ou la manutention des charges. Il faut avoir une formation spécifique qui est prévue spécifiquement dans le Code du travail. Donc, elle vient se rajouter à la formation générale à la sécurité. Et ça passe par la notice de poste pour les risques chimiques, pour les risques biologiques, des notices claires avec des instructions sur les risques auxquels ils sont exposés,
les instructions pour éviter d'être exposé à ce risque, en termes de risque biologique, le port des EPI, pareil pour le risque chimique, les protections collectives, en fait, toutes les mesures qui doivent être prises lors de l'utilisation de tel ou tel produit. Et pareil pour la manutention des charges, en fait. Connaître l'utilisation, par exemple, des lingues, ça nécessite de savoir quel type de langue je dois utiliser, à quel moment, comment je dois me prendre. Toutes ces instructions doivent être faites spécifiquement et elles sont prévues par le Code du travail et elles sont donc obligatoires. Et en troisième lieu, donc, on a la formation renforcée à la sécurité. Donc, cette formation, elle concerne spécifiquement, en fait, les salariés titulaires d'un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires. Donc, en fait, ce sont les salariés qui ne sont pas les salariés permanents de l'entreprise, qui sont là à des moments donnés au niveau de l'entreprise. Ces salariés sont souvent ceux qui sont le plus exposés en plus aux accidents de travail. Donc, pour eux, le Code du travail prévoit une formation spécifique, renforcée et réelle, en fait. Donc, cette formation renforcée, elle a lieu quand ces salariés sont affectés, en fait, à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité? Ce sont des postes, en fait, que l'on trouve dangereux. Par exemple, l'utilisation de CMR, le fait d'être exposé à de l'amiante, le fait d'avoir de conduire des équipements, d'utiliser des équipements de travail dangereux, le fait, par exemple, de conduire des équipements, des appareils de levage. Donc, tout ce qui est considéré comme dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques par l'employeur, on l'établit, on fait une liste. Cette liste est soumise à l'avis du médecin du travail et du CSE. Et lorsque vous avez des salariés qui sont intérimaires, CDD ou stagiaires, qui sont affectés à ce type de poste, on met en place une formation à la sécurité renforcée avec des instructions, un encadrement qui puisse en fait travailler en sécurité. Parce qu'on sait que ces salariés sont sous... Ouais. Alors là, devrait avoir lieu le deuxième sondage. On va avoir, voilà, le second sondage juste avant la deuxième partie. Je vais vous diffuser tout de suite. Donc, on voulait savoir, en amont de cette partie, du coup, l'implication de votre CSE. Donc, le CSE, c'est ce qui a remplacé le CHSCT, pardon. Donc, on vous met en contribution pour savoir déjà si vous en avez un. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez répondre non concerné. Et de quelle manière, du coup, vous le sollicitez pour intervenir. Donc, on a bien pris en compte là, les questions. Je vois que le chat, il est bien fourni en questions. Donc, on va y répondre là. Il y aura Madame Calais, du coup, de la CARSAT Midi-Pyrénées qui va intervenir, de la CARSAT Languedoc-Roussillon, pardon, qui va intervenir juste en suivant. Et on répondra aux questions. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup. On n'aura pas forcément le temps de tout traiter là. Et il y aura un second temps plus tard. Et sinon, on vous répondra en suivant par l'intermédiaire de votre conseiller local. Je vais mettre, je vois que tout le monde a répondu. Voilà, je vais partager les résultats avec tout le monde. Il y a quand même une bonne partie qui est non concernée. Il y a même, et le CSE est censé participer quand même à l'élaboration de ces formations et avoir un œil en fait sur comment accueillir un nouveau salarié dans l'entreprise et sur l'information qu'il fournit aux salariés. Donc, c'est important quand même de le solliciter, du moins, qu'il puisse participer à ce type d'information, sachant qu'il a aussi un regard, par exemple, je vous parlais de la formation renforcée à la sécurité, il a un regard sur la liste établie par l'employeur sur les postes à risque particulier. Il a aussi un regard sur le type, les modalités de la formation dont doivent bénéficier justement ces salariés. Donc, c'est important quand même de faire, c'est une obligation. Voilà. Donc, c'est bien de le solliciter là-dessus, d'avoir cette démarche-là. Après, je vois qu'il y a une grosse partie aussi qui est faite sur la visite. Bon. Allez, je vous laisse poursuivre, Madame Bébou.
Merci pour votre participation au sondage. Donc, c'est ce que je vous parlais. Donc, dans le cadre de la démarche d'information et de formation à la sécurité, vous avez donc des acteurs qui peuvent être associés à cette démarche. Vous avez les représentants du personnel. Donc, le CSE participe à la formation des formations, à la préparation de ces formations. Il est consulté sur les actions de formation, notamment en formation renforcée. Donc, ça, c'est une obligation du Code du travail. Du moment que vous établissez une formation renforcée à la sécurité, le CSE doit être consulté sur ces actions de formation. Vous avez aussi l'association du médecin du travail, qui est importante, effectivement, aider effectivement à élaborer ces actions de formation sur le contenu de l'information qui est dispensée aux salariés. Et aussi, vous avez le concours d'organismes extérieurs comme la CARSAT. Donc, ça, c'est les acteurs principaux qui peuvent être associés à ce type de démarche. Donc, dans un deuxième temps, je voulais vous parler des visites médicales auprès des services de santé au travail. Alors, comme vous savez, depuis 2016, il y a eu une remodification en fait de tout ce qui concerne les services de santé au travail. Donc, on n'est plus maintenant dans le cadre d'une visite d'aptitude, mais c'est ce qu'on appelle, dans un premier temps, une visite d'information et de prévention. Donc, cette visite, elle doit être réalisée dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste par le salarié. Elle est obligatoire et elle permet, elle a plusieurs points, donc d'interroger le salarié sur son état de santé, mais surtout l'informer sur les risques éventuels auxquels son poste de travail l'expose, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, et d'identifier forcément si son état de santé ou si les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. Parce qu'en fait, cette visite d'information et de prévention, elle est faite en fait par les professionnels des services de santé au travail. Ça peut être un infirmier qui fait cette visite d'information et pas forcément le médecin du travail. Donc, s'il y a une nécessité par rapport à une aptitude ou une inaptitude, on oriente vers le médecin du travail. Et forcément de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service. Donc, à l'issue de cette visite d'information et de prévention, une attestation de suivi est délivrée et fournie à l'employeur. Donc, elle permet aussi de justifier auprès de nos services, par exemple, le fait que ces salariés ont bien bénéficié de cette visite de prévention et d'information. Et elle n'est pas, comme cela a été auparavant, une validation en fait, de l'aptitude du salarié. On est bien dans le cadre d'une visite d'information et de prévention. Alors, cette visite d'information et de prévention, on peut ne pas, enfin, elle n'est pas obligatoirement faite si vous avez les conditions que je vais vous citer qui sont cumulatives. C'est-à-dire, si le salarié a déjà fait une telle visite au cours des 5 années précédentes de son embauche, bon, 3 pour les salariés qui ont des spécificités ou un aménagement spécifique. S'il occupe un emploi identique, donc il faut qu'il ait déjà eu une visite, il a un emploi identique, qu'il ait cette dernière attestation de suivi ou de son avis d'aptitude et qu'il n'ait prévu aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Donc, dans ce cadre-là, vous n'êtes pas obligé de faire bénéficier aux salariés de la visite d'information et de prévention, mais seulement quand toutes les conditions sont remplies. Et il est prévu donc, vous avez la visite d'information et de prévention et le suivi individuel renforcé. Donc, ce suivi individuel renforcé, il est fait pour certains postes de travail qui présentent des risques particuliers et pour lesquels les salariés, on est obligé, en fait, le Code du travail prévoit l'obligation de vérifier l'aptitude du salarié à occuper ces postes pour sa sécurité et pour celle de ses collègues. Donc, on a une liste exhaustive qui est fixée par l'article. Bon, il y a une erreur, c'est le R4624-23. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, c'est l'exposition à l'amiante, le plomb, les agents CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, toxiques, les agents biologiques, le risque de chute de hauteur, par exemple, lors des opérations de montage et de montage des échafaudages. Et les salariés qui sont affectés à ce type de poste doivent forcément être suivis, faire bénéficier d'un suivi individuel renforcé par les services de santé au travail. Sachant que certains postes, il existe certains postes pour lesquels la visite d'aptitude médicale est obligatoire aussi. Cela concerne par exemple l'utilisation de certains équipements de travail, donc les appareils de levage. Donc, pour conduire un chariot automoteur, le salarié il doit bénéficier d'un suivi individuel renforcé. Pareil pour ce qui est des manutentions manuelles qui sont supérieures à 55 kg. Les travailleurs qui travaillent, qui sont habitués, les travailleurs habilités qui effectuent des opérations sur des installations électriques,
ou des jeunes qui sont affectés à des postes de travail réglementés, c'est-à-dire des travaux qui sont fixés dans la liste des travaux dangereux, en fait. Quand vous avez un jeune qui est sur une liste, qui renvoie à la liste des travaux dangereux, vous êtes obligé, en fait, de lui faire un suivi individuel renforcé. Cet suivi individuel, donc ça se traduit par un examen médical d'aptitude qui est réalisé à l'embauche et qui a pour objet de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail. Donc là, on parle bien d'aptitude. De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une infection comportant un danger pour les autres travailleurs, de proposer des adaptations au poste, d'informer, comme pour la visite de prévention et d'information, le salarié sur les risques auxquels il est exposé, et de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre quand il est affecté à ce type de poste. Donc, dans ce cadre-là, l'examen donne lieu à l'établissement d'un avis d'aptitude médicale. Voilà. Donc, je laisse la parole. Merci, Madame Bébou. Du coup, on passe sur la seconde présentation de la première partie. Donc, Madame Calais, je vous laisse la main. Merci. Voilà, je m'appelle Françoise Calais, je suis ingénieure conseil, responsable de formation dans le service prévention des risques professionnels de la CARSAT Languedoc-Roussillon, donc basé à Montpellier. Le service formation, en fait, a 4 champs d'action. Des formations directes aux entreprises, une offre de formation régionale, donc directe aux entreprises, et un travail avec les formations que l'on dit démultipliées, c'est-à-dire que le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel et l'INRS confie à des organismes de formation. Les 2 autres parties donc, de notre action consistent à travailler pour les futurs salariés, j'y reviendrai plus tard, c'est-à-dire avec les filières de formation initiale, que ce soit la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur. Voilà en gros notre activité. Alors, je vais revenir tout d'abord, s'il vous plaît, voilà, je vais revenir aux chiffres. Alors, je vois que j'ai mis tous les chiffres un peu ensemble. On va s'intéresser à la première ligne, donc, qui vous a déjà été présentée. Donc, on renforce notre action parce que 25% des accidents du travail concernent des salariés qui ont peu d'ancienneté. D'un autre côté, on sait que les salariés de moins de 25 ans, donc ça, ce sont les chiffres de l'assurance maladie risque professionnel, les statistiques annuelles qui le disent, les salariés de moins de 25 ans, globalement, ont 1,5 fois plus d'accidents que les autres salariés. Et là, c'est vrai qu'une étude épidémiologique de l'INRS a été menée il y a très peu d'années, il y a quelques années, 2-3 ans, qui a démontré qu'une formation en santé et sécurité au travail durant la formation professionnelle des jeunes diminue notablement cette proportion. Alors, oubliez un petit peu le diviser par 2. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. On prend la population des jeunes globalement qui n'a pas eu forcément d'enseignement en santé et sécurité au travail et on obtient un taux d'incidence qui est autour de 1, qui est notre base. Et en fait, par rapport à cette base, les jeunes qui ont reçu un enseignement ont un taux d'incidence divisé par 2, donc 0,50. On voit aussi dans cette étude que les jeunes qui ont reçu une formation de sauveteur secouriste du travail ont 30% de moins de risque d'avoir un accident de travail. Donc, ce n'est pas directement notre sujet du jour, mais c'est très lié. Ça encourage à faire une action avec la formation, les filières de formation initiale, pour que la santé et sécurité au travail soient un sujet d'enseignement à la fois théorique et pratique pour les futurs salariés que vous allez après embaucher dans vos entreprises. Donc voilà, ça me paraissait important de le préciser. Et donc, on revient à l'accueil en général. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous l'a dit Madame Bébou, il y a plusieurs phases dans l'accueil et dans la formation, à la formation de la personne qui entre dans l'entreprise. Il y a un accueil général qui concerne l'ensemble de l'entreprise, la présenter,
la visiter, informer sur les différentes activités, faire bien sûr des formalités administratives, remettre les équipements adaptés, les EPI ou les équipements de travail. Voilà, tout ce qui concerne en fait la situation de la nouvelle personne dans l'entreprise. Et ensuite, il y a un accueil spécifique au poste. Un accueil spécifique, bon, bien sûr, sur le plan vie de l'entreprise, vie dans l'entreprise, la présentation des collègues, présentation bien sûr des situations de travail, et un focus, donc Madame Bébou, vous signalez dans la formation au poste, les risques qui sont liés au poste et les mesures de prévention pour maîtriser ces risques. Pour cela, on conseille d'avoir un accueillant principal, un accueillant ou une petite équipe d'accueil, parce qu'il doit y avoir à la fois de sa part une compétence sur le poste pour pouvoir bien présenter et impliquer la personne dans son futur travail, et aussi en prévention des risques professionnels. Alors, ce qui est possible pour l'accueillant, c'est de choisir pour sa compétence en prévention des risques professionnels quelqu'un qui a déjà une mission dans ce champ-là, comme le salarié désigné compétent, un responsable qualité, sécurité, environnement, ou de le faire grandir en compétences par une formation. Donc, il y a des offres de formation des CARSAT, que ça soit donc pour l'Occitanie, la CARSAT Midi-Pyrénées ou la CARSAT Languedoc-Roussillon, et l'INRS, qui a aussi une offre de formation pour les entreprises, une offre de formation générale avec les compétences de base en prévention pour quelqu'un qui arriverait dans le domaine, ou des formations thématiques aussi après pour creuser tel ou tel point, suivant ce qui a été identifié, par exemple, lors de l'évaluation des risques dans l'entreprise. Voilà donc pour l'aspect de compétences en prévention des risques professionnels de l'accueillant. Je vais vous présenter, là on va passer sur un côté plus pratique, quelques outils qui sont à votre disposition. Pour le nouvel arrivant et pour l'accueillant, ainsi qu'un volet pour les formateurs avant l'obtention du diplôme, il existe une famille d'outils qui s'appelle TutoPrev. Dans l'entreprise, on suggère d'utiliser TutoPrev Accueil. Quel est l'objectif de ce dispositif? C'est de tester et, si nécessaire, développer les compétences du nouvel arrivant dans le repérage des dangers, dans l'analyse des risques et voire dans la proposition de mesures de prévention pertinentes. Alors, les TutoPrev Accueil existent dans une dizaine d'activités, de champs d'activités que vous voyez listés ici. J'espère que vous arrivez à les lire assez clairement. Vous avez en face la référence, puisque ce sont des documents qui sont téléchargeables sur le site internet de l'INRS. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, puisqu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Et voilà. Par exemple, on va prendre un exemple dans la réparation automobile. La page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ce document comporte 3 ou 4 planches de ce style. On a représenté, par exemple, ici, pour la réparation automobile, l'atelier de carrosserie peinture. Vous voyez un certain nombre de personnes au travail, un certain nombre de personnes dans leur activité du moment. Et on va demander à l'accueillant d'identifier sur cette planche des situations à risque. Il va les entourer et il va les décrire. Alors, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est sur un document. Il va les numéroter, c'est plus simple. Il va ensuite décrire la situation à risque et puis expliquer à sa connaissance quelles sont les conséquences sur la santé et la sécurité de la personne, de l'opérateur qui est en cours de travail ou tout opérateur autour, et proposer des mesures de prévention, proposer des mesures pour améliorer la situation. Donc, il va faire ce travail de son côté. Il va revenir vers son accueillant et tous les deux vont pouvoir travailler à une correction de ce travail. Correction qui peut passer, donc là il y a une aide à la correction, il y a 2 aides à la correction, l'une sur le dessin initial et l'autre dans un tableau. J'ai récapitulé sur la ligne du haut de la diapo les colonnes, puisque c'est bien lisible sur un format A4, là c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, quel est le risque? À chaque numéro, quel est le risque?
quelles sont les mesures de prévention pour réduire ce risque et particulièrement les mesures de prévention collective, individuelle et des mesures complémentaires. Donc voilà, ça c'est un outil qui est fourni donc à l'accueillant et à la personne accueillie pour finaliser ce travail, voire détecter un peu le niveau de formation que la personne a déjà en prévention des risques professionnels et identifier quelques pistes pour compléter des informations ou pour compléter une formation, même si il y a besoin de faire progresser beaucoup plus la personne. C'est un outil un peu général puisqu'il concerne un domaine d'activité. Ce qu'on conseille, bien sûr, c'est d'être au plus près si votre activité rentre dans celles qui sont traitées dans les dispositifs, être au plus près du poste de travail de la personne. Il faut savoir que cette collection s'enrichit de plus en plus. Il y a à peu près 2 ou 3 activités par an nouvelles qui sont traitées, qui sont publiées. Donc, voilà, on espère que progressivement, on va pouvoir couvrir le maximum de situations. Le tuto prêt, je vous avais dit, c'est une famille. Alors, non, s'il vous plaît, vous pouvez revenir en arrière. J'ai un petit ajout à faire. C'est une famille de documents et il existe son pendant, le pendant de l'accueil, en tuto bref pédagogie. Pardon. Alors, j'en parle parce que tuto bref pédagogie, c'est initialement prévu pour le cursus de formation. Le cursus de formation, donc c'est pour les stagiaires, les élèves et les apprentis de la filière professionnelle et pour leurs formateurs, puisqu'il y a dans ces documents différentes fiches pratiques qui sont par exemple une fiche sur la réglementation pour les jeunes travailleurs. On parlait tout à l'heure, les travaux dangereux pour les jeunes travailleurs. Et puis des fiches de risque spécifiques à l'activité et des supports pour certains travaux, des travaux qui peuvent être faits lors d'un stage ou qui peuvent être faits en atelier. Ce sont des supports d'observation de situations de travail, mais qui sont... on va poser des questions à la personne qu'elle observe certaines situations. Vous parlez tout à l'heure de la circulation dans l'entreprise. On va lui poser quelques questions sur ce qu'elle voit des choses mises en place ou des risques qui restent, par exemple, et puis on va couvrir comme ça les principaux risques de l'activité. C'est un travail donc que le jeune peut faire pendant sa période en entreprise et peut travailler avec son tuteur ou avec son accueillant dans l'entreprise ou avec son professeur de façon aussi à compléter après sa formation ou à avoir un exercice pratique là-dessus. Ce sont des choses qu'on peut utiliser en entreprise, étant donné que voilà, il y a des fiches d'information, il y a possibilité d'utiliser les supports, comme il y a possibilité d'utiliser les supports de tuto Prév Accueil pendant l'enseignement. Voilà, on élargit c'est spécifiquement conçu au départ, mais on en élargit l'utilisation le plus possible parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dedans. Un autre outil, alors là plus côté organisation, donc sur la diapo suivante, qui est publié par l'assurance maladie risque professionnel, donc qui est sur le site Amélie Entreprise, c'est le cahier de l'accueillant. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient bien sûr des rappels sur pourquoi on demande de travailler spécifiquement sur l'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise, quelques conseils, recommandations et points à ne pas oublier pour la mise en place concrète de l'accueil, et ce qu'on appelle le cahier de l'accueillant. Alors, j'ai 2 exemples du cahier de l'accueillant. On parlait de l'accueil au poste. Eh bien, voilà un guide pour l'accueil au poste. Quelles sont les étapes recommandées? Quelles sont les actions recommandées aussi? Les informations à diffuser? Lorsqu'on le peut, comment peut-on évaluer a posteriori que cette étape a bien été réalisée, a donné des bons résultats, et qui peut faire cette étape de l'accueil?
Donc, on parlait d'un référent quelque part, un référent sur l'accueil ou plusieurs référents sur l'accueil, mais on peut faire intervenir bien sûr d'autres personnes de l'entreprise. Et puis, dernière planche, la dernière diaporama, s'il vous plaît. Voilà, bah, c'est en fait une page où il n'y a que les titres, étant donné que c'est pour retracer, soit en préparation, soit en retraçant la réalisation, ce qui était sur la diapo précédente, les étapes, les actions, les actions qui ont été faites, les informations qui ont été transmises, une évaluation et qui a réalisé cette étape. Voilà l'essentiel des points de repère que je voulais, outils que je souhaitais vous transmettre. Et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Madame Calais. Du coup, je vais demander peut-être à Madame Bébou de rallumer sa caméra et je vous propose, avant qu'on passe à l'intervention de Madame Rogero, qu'on ait un petit temps peut-être de questions-réponses sur un certain nombre de questions qui ont été posées par les participants. Alors, il y a plusieurs choses qui concernaient la partie réglementaire pour Madame Bébou. Je vais juste peut-être prendre deux petites questions. Sur la sous-traitance, quelles sont les obligations de formation pour l'employeur pour son personnel sous-traitant? Alors, normalement, le personnel sous-traitant, il a son propre employeur. Donc, c'est l'employeur des salariés qui a l'obligation de formation de sécurité pour ces salariés-là. Après, c'est bien dans le cadre de la convention qui est signée avec l'entreprise sous-traitante de fournir en fait les informations nécessaires pour que cet employeur puisse fournir après les instructions et les précautions à prendre par ses salariés. Mais l'obligation, c'est vraiment le lien direct, c'est l'employeur et ses salariés. Le sous-traitant, c'est une entreprise c'est une convention qui est signée entre deux entreprises. Il n'est pas responsable en fait des salariés de l'entreprise sous-traitante directement. Très bien. Alors, il y avait une question aussi un petit peu précise sur le CSE. Si le CSE a une commission sécurité, santé et conditions de travail, c'est bien celle-ci qui doit intervenir sur l'accueil. Alors ça dépend en fait de l'accord qui a été fait dans le cadre du CSE, parce qu'en fait, les attributions, elles sont définies dans le cadre d'un accord. Cet accord définit les attributions de chaque commission santé-sécurité. Donc, il peut y avoir, normalement, en général, effectivement, toutes les attributions santé-sécurité sont attribuées à la commission et cette commission donc doit participer à la formation à la santé-sécurité. Mais ça peut être aussi une spécificité dans l'accord qui précise que c'est le CSE dans son ensemble qui veut participer à l'action sur la formation et la santé-sécurité. Donc, c'est vraiment, ça dépend des accords qui ont été faits lors de l'établissement en fait, de la commission. D'accord. Alors après, je vous poserai peut-être pas les questions, mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même beaucoup de questions sur la médecine du travail, avec quand même visiblement pour les entreprises qui les posent de gros problèmes. En tout cas, je le ressens comme ça. Par exemple, une visite préalable en distanciel par une infirmière ou par téléphone, est-ce que c'est bien? Nous rencontrons un problème majeur pour l'examen médical. Nous n'arrivons pas à avoir de rendez-vous avec la médecine du travail pour le travail en hauteur. Et voilà, un problème aussi d'organisation de visite médicale pour des travailleurs détachés. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est le lieu de répondre, mais pour vous, parce que la médecine du travail n'est pas présente, mais en tout cas, il y a quand même visiblement une difficulté qui n'est pas tout à fait liée à notre sujet du jour, mais qui est quand même assez étroitement liée. Après, c'est effectivement de faire les démarches pour vous faire bénéficier à ces salariés. Et si c'est une problématique qui n'est pas inhérente au fonctionnement de l'entreprise, mais au service de santé au travail. Donc là, pour le coup, voilà, il y a des difficultés, il faut insister. Je sais que c'est problématique. C'est un problème qui est récurrent et qui nous est souvent remonté. Mais c'est d'insister parce que en fait, on a l'obligation de santé et sécurité, elle revient à l'employeur. Donc, il faut faire au mieux avec ce que l'on a. Et si les services de santé au travail, c'est de pouvoir les relancer. Chaque fois, de pouvoir justifier du moins qu'on a sollicité les services de santé au travail pour ce genre de visite. Ok, alors très bien. Du coup, pour pas. Donc, il y a d'autres questions, mais on essaiera de voir s'il nous reste un peu de temps à la fin. Pour Madame Calais, donc il y a une entreprise en l'occurrence, un CFA qui a posé la question, mais je pense que vous y avez répondu, qui s'interrogeait sur où est-ce qu'on peut disposer d'une trame pour le livret d'accueil. Donc. Tout dépend ce qu'on entend par livret d'accueil, accueil sécurité.
là, le cahier de l'accueillant, c'est l'organisation, c'est un mode d'organisation. Alors, on n'a pas de trame de livret d'accueil. Par contre, on travaille avec certains CFA pour amplifier les formations en santé et sécurité au travail. Donc, bon, les référentiels, de toute façon, vous parlez de cours de prévention santé environnement. Il y a des points qui entrent de plus en plus dans les diplômes. Moi, je pensais surtout que là, la question c'était sur la trame finalement. Et est-ce que quelque part, le livret d'accueillant que vous avez présenté peut quand même servir de trame? C'est-à-dire que dans la mesure où il donne des points d'organisation, c'est difficilement quelque chose à remettre à la personne qui arrive en lui disant, en présentant comme la synthèse des choses qu'il doit savoir. C'est quand même plus l'objectif du livret que ce qu'on a présenté dans le... Peut-être que ce qu'on peut faire, je vous propose pour pas, c'est qu'en tout cas... Je chercherai ce qu'on peut avoir sur le sujet. C'est ça, peut-être qu'il faudra répondre en dehors du webinaire. Mais par contre, sachez que sur Internet, on trouve quand même pas mal de choses en termes de livrets d'accueil réalisés, y compris par des entreprises. Et puis après, peut-être que si certains participants l'acceptent, on peut partager peut-être certains supports entre participants. Une question qui était posée, y a-t-il des formations diplômantes par le canal CARSAT et INRS? Alors, diplômante, non. Certifiante, alors certifiante par les CARSAT par la CARSAT Languedoc-Roussillon, en tout cas directement, non. La formation sauveteur secouriste du travail est certifiante. Il y a un certificat qui est délivré sur réussite d'un test, qui est renouvelable après. Il y a des formations de mise à jour des compétences. Par l'INRS, il y a des formations de formateurs qui sont certifiantes. En tout cas, en CARSAT, Languedoc-Roussillon, directement, il n'y en a pas actuellement. D'accord. Ce sont des formations à la prévention générale, pas forcément certifiantes. Il y a une attestation de formation qui est délivrée, bien sûr, mais on n'a pas déposé ces formations à la liste des formations certifiantes nationales. Hein. D'accord. Alors peut-être juste avant qu'on passe donc à la présentation de l'entreprise, simplement aussi une remarque. Il y a plusieurs remarques dans le même sens sur le fait que pour certaines personnes qui sont très compétentes dans les gestes de son métier, mais qui ont des difficultés avec les tests ou qui ont des difficultés avec l'écriture. Et donc, du coup, c'est parfois peut-être notamment la partie tuto-preuve qui peut être, en tout cas, assez relevée, quoi, voilà. Je peux rajouter quelque chose. Je vois apparaître la formation PRAP-IBC. Comme la formation SST, oui, il y a un certificat à la fin. Je rappelle que ce n'est pas la CARSAT qui dispense ces formations directement. Ce sont des organismes de formation habilités. C'est pour ça que j'ai répondu que nous n'avons pas directement des formations certifiantes. Mais ce sont les organismes de formation habilités délivrent des certificats sur certains dispositifs, effectivement. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe à la présentation et à l'intervention de Madame Rogero, et puis on traitera les questions qui n'auront pas pu être répondues, en tout cas à l'issue du webinaire, directement avec les personnes. À vous, Madame Rogero. Merci. Donc, je suis Charlotte Ballorini-Rogero et je suis référent santé et sécurité au travail à Blue Whale, mais également référent intégration et référent Covid. Donc, Blue Whale, on est une société de 300 producteurs de pommes dans 16 stations de conditionnement avec une production 100% française, donc essentiellement des pommes, mais aussi quelques autres variétés de fruits. En quelques chiffres, 250 millions de chiffres d'affaires pour 240 000 tonnes vendues dans 70 pays, donc essentiellement à l'export. On est sur des risques plutôt de type bureautique, mais également des risques routiers. Et on a des employés qui se rendent dans les vergers donc, du risque lié aux exploitations agricoles et aussi du risque station, puisque les employés se rendent dans station, qui peut s'apparenter plus à du risque de type industriel.
Donc, la santé-sécurité au travail à Blue Whale, ça va de pair avec le respect des personnes et le bien-être au travail émane de différents organes de notre structure, à travers par exemple le CSE, mais aussi les ressources humaines, la santé-sécurité au travail, les actions que peuvent mener de temps en temps la direction, mais aussi des groupes de collaborateurs actifs qu'on a créés, comme Blue Whale Solidaire, les ateliers à l'initiative des collaborateurs ou la commission bien-être au travail. La santé-sécurité, sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. La santé-sécurité et le respect des personnes fait partie du socle de valeurs qu'on souhaite partager avec les nouveaux collaborateurs pour amener l'entreprise vers ce qu'on appelle la performance durable. Donc, le concept de performance durable, c'est le fait d'ambitionner l'atteinte des objectifs fixés tout en ayant une attention particulière au bien-être des individus. Il s'appuie largement sur la notion d'efficacité et d'efficience. Donc ça fait partie des valeurs très importantes à Blue Whale qu'on souhaite communiquer aux nouveaux collaborateurs à travers des actions de santé-sécurité au travail. Voilà. Donc, ça a été mis en œuvre à partir de février 2020. Donc, tout d'abord, on a créé un processus d'intégration qui n'existait pas. Et on a commencé à réfléchir autour de la santé-sécurité au travail pour formaliser un peu les actions qui étaient menées un peu à droite et à gauche. Donc, moi, j'ai été formée en juin dernier. J'ai commencé avec l'aide de la CCI par mettre à jour les documents uniques. Donc, je dis les parce qu'en fait, le gros travail, ça a été de le faire pour le site de Montauban, qui est la maison mère, mais également pour les bureaux satellites en région, donc dans le Val-de-Loire et dans le Sud-Est, mais aussi pour toutes les structures du groupe, puisque Blue Whale, c'est la maison mère, mais il y a des structures filiales qui font partie du groupe et pour qui on a dû faire un document unique également. Et à partir de ces documents uniques, bien sûr, on met en application des plans d'action qui en émanent. L'intégration maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, donc ça commence, là ce que je présente est très synthétique, en pratique on va beaucoup plus loin dans le détail, mais on commence par nommer un parrain et un tuteur différents. Donc le tuteur a plus une mission d'accompagnement technique au poste, alors que le parrain aura une mission d'accompagnement plus personnalisé. Par exemple, il pourra faire profiter le nouveau collaborateur de son réseau au sein de l'entreprise et pourquoi pas de son réseau à l'extérieur de l'entreprise. On met en place un calendrier de visite des sites, des services. Donc là, on s'arrange pour que le nouveau collaborateur puisse rencontrer les personnes de l'administratif, du service commercial, du service qualité, mais également qu'ils se rendent en station de conditionnement, qu'ils se rendent en verger. En définitive, on souhaite qu'ils rencontrent tous les acteurs du groupe Blue Whale. Avant son arrivée, toujours, on fait un point matériel en fonction des différents postes. Il y aura besoin peut-être d'un véhicule. Quel véhicule? On fait un point sur le bureau, le matériel dont il a besoin, un téléphone, pas un téléphone. Et le jour J, c'est le référent sécurité qui accueille le nouveau collaborateur, donc c'est moi. À l'occasion de son arrivée, on lui offre bien sûr un kit de bienvenue et on lui accorde un temps d'accueil, enfin moi je lui accorde un temps d'accueil d'environ 1 heure pendant lequel on va parler de la sécurité. Sur la slide suivante. Merci. Donc, pendant ce temps d'accueil, au niveau de la sécurité, les informations qu'on souhaite partager, c'est l'essence de circulation sur le parking, par où on rentre, par où on sort. On leur explique qu'à Blue Whale, il faut se garer en marche arrière, voilà, pour éviter les risques d'accrochage, pour minimiser les risques d'accrochage quand on sort d'une place. Je leur montre aussi le point de rassemblement incendie. Ensuite, bien sûr, je leur parle en ce moment de la sécurité Covid. Alors, je leur montre l'essence de circulation interne cette fois. Je leur parle du télétravail
comment il est à l'instant T, puisque en fonction des protocoles sanitaires, il évolue. Et puis, un point sur les gels et les masques. Donc, je leur explique comment se fournir en masque et en gel. Donc, à Blue Whale, nous, on a choisi de mettre des bonbonnes de gel en libre service pour les collaborateurs, que ce soit pour leur consommation de gel professionnelle ou personnelle. On leur permet de remplir leur fiole personnelle. Et puis, bien sûr, on leur parle des bonnes pratiques de désinfection quand ils se rendent dans des espaces communs comme la cuisine ou les sanitaires. Ensuite, je fais un point sur les formations. On parle de la formation d'évacuation. Si elles sont programmées, alors malheureusement, là, vu justement le contexte Covid, il est difficile de les programmer, mais c'est un projet en tout cas de leur programmer à ce moment-là, de les inclure dans les formations qui seront programmées défibrillateurs, extincteurs, évacuation. Et je leur donne de la documentation. Donc, je leur donne tout sur clé USB, les notes de service en vigueur qui concernent la sécurité et qu'ils auraient pu louper, les documents uniques, et je les informe qu'ils recevront sur leur boîte mail fréquemment des flashs Covid ou des flashs sécurité. Alors ça, c'est des mails qu'on envoie à tous nos collaborateurs pour les tenir informés de l'activité Covid à Blue Whale, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être positives ou des personnes qui sont cas contact et qui partent en télétravail, pour qu'ils soient en mesure de se protéger s'il y en a besoin. Et sur les flashs sécurité, on va traiter des sujets plus globaux. Ça peut être la sécurité routière. Et puis, par exemple, il y a 2 mois, j'ai mis en place une animation autour des troubles musculo-squelettiques avec l'aide de la MSA. Donc, on a fait une communication avec une sensibilisation à Blue Whale et un tour des postes personnalisé pour les collaborateurs. Ou plus récemment, on a fait un flash sécurité qui concernait les risques psychosociaux, pareil, avec une intervention, une sensibilisation, où on a invité nos collaborateurs à participer pour continuer, voilà, toujours à maintenir une forte information et pour les faire monter en compétence sur des sujets qu'on souhaite qui deviennent très familiers. Concernant l'arrivée des collaborateurs, on a pour projet de mettre en place des journées d'accueil pour les nouveaux collaborateurs, durant lesquelles on fera un focus sur la sécurité au travail. Alors, quand on a dit ça, vous pouvez, s'il vous plaît, avancer. Voilà. Toutes ces mesures qu'on met en place, on doit être en mesure de s'auto-évaluer. Donc, on regarde certains indicateurs, donc les données RH traditionnelles, hein, le turnover, le taux d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui à Blue Whale pour l'instant est assez bas. Le taux de formation en sécurité. Également les presque accidents. Donc les presque accidents, c'est à côté des trousses de secours qu'il y a présentes dans tous nos sites. J'ai mis en place un cahier avec un stylo pour que quand les collaborateurs utilisent la trousse de secours, ils puissent noter pourquoi ils prennent un pansement, ou etc., pour que moi je puisse derrière identifier un risque dont on pourrait se prémunir. Et également Nico Nico. Alors Nico, sur la slide suivante, c'est un indicateur, c'est un outil qui nous permet de mesurer le moral des collaborateurs, qui a été mis en place durant le Covid. Et en fait, on demande aux collaborateurs, de manière hebdomadaire ou une fois par semaine, de renseigner un état de leur morale, c'est-à-dire est-ce qu'ils se situent plutôt dans le rouge, dans le orange, dans le vert clair ou dans le vert foncé. Ça permet aux ressources humaines d'identifier des personnes ou des services dans lesquels il y a une forme de souffrance. Donc là, on est en plein dans les risques psychosociaux, et donc de pouvoir les contacter pour pouvoir échanger avec eux sur le pourquoi du comment, et pareil, se prévenir au maximum les risques. Voilà.
ça permet de mettre en lumière des tendances et c'est important surtout dans ce contexte où il y a beaucoup de personnes ici en télétravail, de rester sur une forme de proximité avec des collaborateurs avec qui néanmoins il est difficile d'échanger de manière spontanée dans les couloirs comme ça aurait pu être le cas par le passé. Voilà, donc l'objectif de tout ça, c'est de faire passer l'idée aux collaborateurs et aux nouveaux arrivants que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Le nouveau salarié doit se sentir acteur de la politique de sécurité à Blue Whale. Concrètement, il doit savoir détecter une situation dangereuse. D'abord, il doit savoir agir pour s'en protéger et alerter Blue Whale pour protéger les autres. Ensuite, c'est à l'entreprise, évidemment, de mettre tout en œuvre pour amener des solutions aux risques qui auront été amenés. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Charlotte. Du coup, je pense que Priscille, il restait des questions. Vu que oui, il restait des questions tout à l'heure. Mais peut-être qu'une question pour vous, Madame Rogero. Où est-ce qu'on peut se procurer l'outil Nico, qui a l'air de rencontrer un écho auprès des participants? Alors nous, c'est un logiciel qui a été acheté ou je sais pas par le service administratif, par les ressources humaines. Donc je sais pas où c'est qu'ils l'ont eu. D'accord. Peut-être vous pourrez nous le dire et ça fait partie des éléments qu'on fournira a posteriori. Oui, je le ferai. Est-ce que je ne vois pas d'autres questions pour Madame Rogero? Bon, c'est pas surprenant parce qu'en fait, voilà, il y a quelqu'un qui passe le document. Donc très bien. Je pense que c'est normal puisque vous avez fait part d'un retour d'expérience et que du coup, ça permet d'illustrer de manière concrète. Alors, il restait encore quelques questions effectivement qui peuvent s'adresser à Madame Bébou et à Madame Calais. Il y a une question, je pensais qu'on y avait répondu, mais peut-être pas, notamment peut-être Madame Calais, si vous voulez bien rallumer votre caméra. Concernant il y a une question sur quelles formations peuvent être faites pour assurer la sécurité au travail et assurer la formation des nouveaux arrivants. Excusez-moi, je suis en train de faire des fausses manœuvres. Quelle formation? Donc, j'avais parlé des compétences obtenir des compétences de base en prévention. Après, les thèmes à traiter, se former à l'analyse de l'accident de travail, c'est aussi une bonne idée, mais après, ça dépend aussi des risques dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut forcer sur des démarches de prévention des risques psychosociaux, la formation, un montage, démontage, utilisation des échafaudages, si c'est le cas. Enfin voilà, il y a quand même une offre de formation dont il faut faire le choix suivant l'activité et disons les risques détectés lors de l'évaluation des risques. Pour former après vous me disiez pour former. Est-ce qu'on a peut-être un inventaire ou quelque chose qui pourrait être diffusé également, des formations, des types de formations suivant les types de risques, par exemple, je ne sais pas, gestes et postures ou des choses un petit peu aussi. Non, gestes et postures, on préconise la PRAP maintenant. Hein, c'est aussi une analyse en fait des risques liés à l'activité physique avant de préconiser des gestes et postures pour pallier le fait qu'il faut faire des manutentions. Hein, voilà. Donc, il y a eu une évolution là-dessus. Alors, il y a effectivement une offre de formation que vous trouverez sur les sites de toutes les CARSAT. Sur chaque site de CARSAT, dans la rubrique entreprise, donc l'offre de formation, vous allez trouver ce qui est réalisé directement par la CARSAT régionale et ce qui est les dispositifs de formation qui sont réalisés donc, sur le mode national et par des organismes habilités. Vous aurez les fiches programmes de toutes ces formations, formation nationale ou formation régionale. Le catalogue de formation de l'INRS est en ligne sur le site de l'INRS. En fait, c'est par ce moyen aussi, maintenant pas pour l'INRS, mais pour les CARSAT, qu'on peut s'inscrire aux formations. Je précise qu'en ce moment, les formations en présentiel sont en suspens et qu'on a une formation spécifique à une campagne
en distanciel. D'autres CARSAT ont développé quelques dispositifs aussi en distanciel, mais voilà, c'est en attendant que la situation redevienne normale. Très bien. Alors, je vais poser une question à Madame Bébou. Donc, la personne qui s'intéressait toujours à la sous-traitance a reposé la question de savoir si le sous-traitant est un indépendant. Mais je pense qu'indépendant ou pas indépendant, la question est la même. C'est qu'est-ce qui lie l'entreprise à ce sous-traitant. Exactement. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'on parle bien d'un sous-traitant et en tout cas préciser cet aspect-là parce que la question n'est pas forcément claire. Une question qui a été posée à 2 reprises sur je suis une entreprise, je voudrais faire un point sur mes risques, est-ce que je peux bénéficier d'un intervenant à qui je peux m'adresser? Donc simplement pour vous signaler que les CCI de l'ensemble de l'Occitanie vous proposent, si vous souhaitez effectivement faire un point sur votre document unique, le mettre à jour et pouvoir en tout cas le faire vivre correctement, on vous propose effectivement de vous accompagner sur ces aspects. Donc, il faudra le signaler dans vos souhaits à l'issue de ce webinaire. Vincent, moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Bon, ouais, en tout cas, parce que je ne peux pas les poser toutes, mais… Non, ben juste peut-être une dernière, moi, que j'avais notée, c'est vrai, c'était en lien en fait avec l'accueil qu'avait proposé Blue Whale, du coup, où il y avait un temps dédié à chaque salarié. Et il y avait une question qui était en lien avec, voilà, sûrement lié au volume d'accueil. Est-ce qu'il était possible du coup de réaliser cet accueil peut-être à des dates mensuelles en faisant des groupes? Donc ça, c'est peut-être Madame Bébou. Est-ce qu'en fait, en termes d'accueil, il y a une obligation réglementaire sur le délai, en fait, ou c'est juste, je pense, de le faire sur une période raisonnable? L'idée, c'est quand même qu'ils puissent connaître les instructions et les précautions à prendre dès la prise de poste, en fait. Donc, attendre pendant 15 jours ou un mois, ça me semble quand même assez difficile. Il faut au moins qu'il y ait une mini-information dès l'arrivée à l'entreprise. Et pour ce qui est des formations qui sont un peu plus spécifiques ou quoi que ce soit, effectivement, on peut les faire en regroupement. Et l'idée, quand même, c'est qu'il y ait quand même toutes les informations et les formations avant de prendre avant sa prise de poste. Donc, c'est important quand même qu'il y ait au moins une journée d'accueil, une heure, une demi-journée, qu'on puisse lui présenter en fait tout ce qui concerne la santé et la sécurité dans l'entreprise. Très bien, je crois que Madame Calais a un complément d'information. Oui, tout à fait. En fait, moi, pour les choix des formations ou un programme de formation, là, je pourrais que conseiller de prendre en contact avec le contrôleur de sécurité de nos services qui accompagne l'entreprise et qui, suivant les activités, les risques, etc., pourra conseiller un programme ou quelques formations bien spécifiques. Si l'entreprise n'a pas elle-même identifié déjà différents dispositifs. Je voulais revenir sur une question que j'ai vue où une personne qui est très bien dans le geste professionnel, mais ne réussit pas le test. Alors, c'est difficile de présenter TutoPref comme un test. Ce n'est pas un test bloquant, c'est un test qui indique le niveau de prise de conscience, mais dans un contexte particulier. Après, est-ce qu'on l'embauche ou pas? Si c'est vraiment catastrophique, si la personne a l'air d'être complètement inconsciente ou de ne pas du tout, comprendre en quoi ça consiste, il faut se poser la question peut-être, effectivement, mais d'une autre manière complémentaire en plus, de savoir si au poste de travail, malgré sa bonne connaissance, elle va avoir des problèmes, elle va risquer l'accident de travail. Si c'est quelqu'un qui connaît bien le geste professionnel et en plus tout ce qui est sécurité qui est lié, je ne crois pas que ça soit TutoPref, le test de TutoPref, si on peut appeler ça un test, le travail réalisé avec ce dispositif qui va être forcément bloquant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. C'est un outil de travail entre l'accueillant et la personne accueillie. On ne peut pas en faire un test d'embauche, je ne pense pas. Ce n'est pas l'objectif de ce dispositif. Et si elle n'en réussit pas une partie, ça veut dire qu'il y a des concepts, il y a des choses à travailler avec elle ou une formation complémentaire à lui donner. Tout dépend de la criticité par rapport à son poste de travail. Est-ce que
ça apporte ça a un éclaircissement à la personne qui a… Merci. Dans tous les cas, comme précisé, en fait, pour respecter le timing du webinaire, on va passer du coup à l'étape suivante. Donc, merci. Ouais, je crois que vous avez raison. En fait, c'est quand même à l'employeur de juger lors de cette formation, soit de réadapter ou de rajouter un module. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas être discriminant pour le salarié. Donc, on vous a mis en fait l'ensemble des liens qui sont utiles. Donc, vous retrouvez en fait ici, donc j'enverrai la mise à jour là, je vois qu'il a été complété depuis. Donc, il y a le site du ministère du Travail pour tout ce qui est en fait accueil du nouveau salarié. Il y a également le lien sur les sites de l'INRS, les CARSAT Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et le lien aussi direct sur le service de formation. Et puis, vous avez également donc, le lien pour revisionner les webinaires des CCI et également ce qu'a précisé donc, Priscille, tout l'accompagnement qu'on peut faire en termes de santé-sécurité. Voilà. Et bien évidemment, le site de l'entreprise qui a témoigné aujourd'hui et de nos partenaires, donc la DRETS Occitanie et l'ensemble des outils qui sont disponibles sur le PRST. Voilà. Ben, en fait, ils sont là. Et il y a une slide qui s'était intercalée. Et les tutos prep. Voilà, les tutos prep où vous retrouvez du coup les liens pour tous les dispositifs qui ont été présentés et qui évoluent régulièrement. Donc, comme je disais, en fait, pour ce premier semestre, on a maintenant traité les sujets. On a 3 rendez-vous pour le semestre numéro 2. Donc, on se retrouve dès le mois de septembre pour prévention de l'usure professionnelle et handicap. Au mois d'octobre, on traitera du risque chimique. Et enfin, au mois de décembre, nous serons sur le risque radon. Donc, voilà, il me reste à remercier donc, toutes les personnes qui ont participé à la tenue de ce webinaire, vous également qui avez participé. Voilà, notre partenaire, donc, la DRETS Occitanie, les intervenantes et les CCI territoriales. Donc, je le rappelle, hein, vous allez recevoir le support et le lien pour le replay. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite du coup, au questionnaire de satisfaction, dans lequel vous pourrez vous signaler si vous souhaitez vous faire rappeler pour des questions complémentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous en septembre pour la reprise des rendez-vous sécurité. Au revoir.